Il y a quelque chose que personne ne t'a dit, une vérité que les enseignements les plus anciens de l'humanité ont tenté de préserver, mais qui a été enfouie sous des siècles de silence, de tabous et de peur. Une réalité que Dolores Cannon a rencontrée à maintes reprises dans les profondeurs de l'esprit de personnes ordinaires lors de ces séances de régression hypnotique. Des personnes qui, dans un état de conscience altéré, décrivaient des rencontres avec des entités qui ne sont pas humaines, mais qui se nourrissent de quelque chose de profondément humain, notre énergie sexuelle. Il ne s'agit pas de superstition, il ne s'agit pas de folklore médiéval, il s'agit de schémas qui se répétaient séance après séance, dans des cultures différentes, chez des personnes qui ne se connaissaient jamais et qui racontaient des histoires presque identiques sur des présences invisibles qui arrivaient pendant le sommeil, dans les moments de vulnérabilité, dans ces instants où notre garde tombe complètement et où notre énergie vitale est plus exposée qu'à n'importe quel autre moment de la vie. Si tu t'es déjà réveillé épuisé sans avoir mal dormi, si tu as ressenti une présence invisible dans ta chambre pendant la nuit, si tu as eu des rêves érotiques si intenses qu'ils semblaient trop réels, si tu as traversé des périodes où tu n'arrivais tout simplement pas à te connecter émotionnellement à qui que ce soit et qu'aucune explication rationnelle n'avait de sens, alors reste ici. Parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo est peut-être la pièce manquante pour comprendre certains schémas de ta vie qui n'ont jamais eu de sens. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que, en plus de révéler qui sont ces entités, comment elles agissent et pourquoi elles te choisissent, tu vas découvrir comment te protéger et comment fermer ces portails pour toujours. Quelque chose que Dolores a passé des années à compiler à travers ses registres. Et avant de commencer, si cette chaîne ne fait pas encore partie de ta routine spirituelle, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ici, chaque jour, nous apportons des contenus qui illuminent le chemin de l'éveil avec profondeur, sérieux et respect pour ton parcours. Tu mérites d'être bien informé sur ce qui se passe en coulisses dans ta vie invisible. Dans les registres de Dolores Cannon, il existe un schéma qui se répétait avec une constance troublante. Des patients venus des 4 coins du monde, sans accès aux dossiers les uns des autres, décrivaient sous hypnose le même type de rencontre. Des entités qui s'approchaient comme pendant le sommeil, dans des états de basse vibration ou dans des moments de vulnérabilité émotionnelle intense, et qui extrayaient l'énergie du champ humain comme s'il s'agissait d'une nourriture. Ce n'est pas Dolores qui a inventé ce concept. Elle a simplement documenté, avec une rigueur méthodologique, ce que des civilisations entières savaient déjà. Dans la tradition médiévale européenne, et la France elle-même en a conservé des traces dans ses manuscrits enluminés et ses archives ecclésiastiques, on appelait incube l'entité masculine qui visitait les femmes pendant la nuit pour extraire leur énergie vitale par la séduction onirique. Le succube était l'équivalent féminin qui s'approchait des hommes. Ces entités n'étaient pas des inventions d'esprits superstitieux, elles étaient des descriptions d'expériences réelles qui ont traversé les millénaires et qui, curieusement, présentent les mêmes éléments structurels que les témoignages modernes compilés par Cannon. Dans la tradition islamique, il y a les djinns, des êtres créés à partir d'un feu de fumée qui habitent des plans parallèles aux nôtres et qui, selon la tradition, peuvent s'accrocher aux humains de façon parasitaire, notamment à travers des actes sexuels ou des états de conscience altérés. Dans la culture yoruba, des entités comme les Egun peuvent se lier au champ énergétique humain de manière qui draine la vitalité. Dans l'hindouisme, les Vétalas sont des esprits qui habitent les frontières entre les dimensions et peuvent se nourrir de l'énergie pranique qui inclut la force charnelle des vivants. Des cultures séparées par des océans et des siècles sont parvenues à la même conclusion. Il existe une catégorie d'entités qui a un intérêt spécifique pour l'énergie sexuelle humaine. Pourquoi? La réponse réside dans la nature même de cette énergie. La force sexuelle, ce que les taoïstes appelaient le jing, ce que les alchimistes médiévaux nommaient spiritus mundi dans son expression charnelle, ce que les hindous désignaient comme la kundalini dans sa forme primordiale, est l'énergie la plus dense
est la plus puissante que l'être humain génère. C'est la même force qui crée la vie. C'est littéralement la fréquence vibratoire la plus chargée de potentiel créatif qui existe sur le plan physique. Pour des entités qui n'habitent pas de corps physique mais ont besoin d'énergie pour exister et agir sur le plan matériel, cette force est comme un carburant à très haut octane. Dolores a enregistré les témoignages de patients qui décrivaient ces entités comme des êtres qui ne créaient pas leur propre lumière, qui devaient l'extraire des autres parce qu'ils étaient incapables de générer leur propre énergie. Elle les appelait, dans certains contextes, des parasites énergétiques. Non par jugement moral, mais par précision descriptive. Ils se comportent exactement comme des parasites au sens biologique du terme. Ils s'installent dans un hôte, extraient ce dont ils ont besoin sans rien offrir en retour et affaiblissent progressivement et silencieusement l'hôte. Voici la partie que peu de gens veulent entendre, mais qu'il est absolument essentiel de comprendre. Ces entités n'arrivent pas au hasard. Elles sont attirées par des états spécifiques. Elles sont appelées, souvent sans intention consciente, par certaines conditions du champ énergétique humain. La première condition est le trauma non résolu. Dans les registres les plus détaillés des séances de Dolores, un schéma émergeait clairement. Les personnes qui avaient subi des abus, qui portaient une honte profonde en rapport avec leur propre corps ou leur propre sexualité, ou qui entretenaient des relations hautement dysfonctionnelles avec le désir. Ces personnes présentaient avec une plus grande fréquence ce type d'attachement énergétique, non parce qu'elles étaient coupables de quoi que ce soit, mais parce que le trauma crée des fractures dans le champ aurique, et ces fractures fonctionnent comme des brèches d'entrée pour des entités opportunistes. Dolores décrivait l'inconscient comme un dépôt de contenu que l'ego ne parvient pas à intégrer. Lorsque la sexualité est l'un de ces contenus rejetés, chargés de honte, de peur ou de douleur, elle ne disparaît pas. Elle pulse dans les couches subconscientes du champ énergétique, émettant une fréquence spécifique qui, selon les descriptions recueillies lors des séances d'hypnose, est détectable par ces entités comme un signal d'accès. La deuxième condition est la promiscuité énergétique indiscriminée. Ce n'est pas un jugement moral sur la sexualité. C'est une affirmation sur le fonctionnement de l'énergie. Chaque acte crée un échange énergétique entre deux champs auriques. Dans des conditions saines, cet échange est mutuellement bénéfique. Mais lorsqu'il existe un volume élevé de partenaires sexuels, notamment avec des personnes qui portent leurs propres attachements énergétiques, le champ de l'individu peut accumuler des visiteurs qui sont venus avec ces connexions. Selon les traditions chamaniques de diverses cultures, l'acte sexuel est l'une des formes les plus puissantes de transfert d'entités entre personnes. Un partenaire qui porte un attachement énergétique peut par inadvertance le transmettre pendant l'intimité, de la même façon que certains virus se transmettent par contact physique. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description littérale du fonctionnement du champ énergétique selon ces traditions. La troisième condition est l'usage de substances qui abaissent la cohérence du champ énergétique. L'alcool, les drogues récréatives et certains états d'ivresse créent ce que certaines traditions décrivent comme des trous dans l'aura, des points de faible cohérence vibrationnelle qui facilitent l'entrée d'entités opportunistes. Lorsque ces états sont combinés avec l'activité sexuelle, la vulnérabilité se multiplie. Dolores a enregistré de nombreux témoignages de personnes qui décrivaient le début de leurs attachements énergétiques après des nuits spécifiques impliquant des substances et du sexe. La quatrième condition est la solitude affective chronique et le désespoir de connexion. Lorsque quelqu'un est dans un état de besoin affectif intense, lorsque le manque d'amour et de contact est si profond qu'il génère une sorte de faim énergétique, cette fréquence de désespoir fonctionne comme un signal d'invitation pour des entités qui se nourrissent précisément de cette faim. La vulnérabilité émotionnelle intense crée un champ de faible résistance qui facilite l'accès. Cela ne signifie pas que les personnes seules sont faibles. Cela signifie que la solitude non guérie est une blessure qui nécessite une attention consciente, car sans cette attention,
elle peut devenir une porte ouverte pour des influences indésirables. Nous arrivons au cœur de cette vidéo, parce qu'il ne sert à rien de comprendre le phénomène de manière théorique si tu ne sais pas reconnaître les signes concrets dans ta propre vie. Ce sont les indicateurs qui reviennent le plus fréquemment dans les registres de Dolores et qui apparaissent également dans les traditions de protection spirituelle de différentes cultures. Premier signe, épuisement inexplicable après le sommeil. Tu te couches fatigué, tu dors les heures nécessaires et tu te réveilles encore plus épuisé. Ce n'est pas de l'insomnie, tu as dormi. Mais quelque chose draine ton énergie pendant la nuit. Tu as l'impression d'avoir travaillé tout le long du sommeil, ou comme si quelqu'un avait aspiré ta vitalité pendant que tu étais sans défense. C'est l'un des signes les plus classiques décrits dans les séances d'hypnose, et il apparaît dans pratiquement toutes les traditions qui documentent les entités opérant pendant le sommeil. Deuxième signe, rêves érotiques récurrents avec des présences sans visage. Il ne s'agit pas de rêves sexuels ordinaires qui font partie de la vie onirique saine. Il s'agit de rêves très intenses, souvent troublants, avec des présences que tu ne parviens pas à identifier, des silhouettes vagues, des formes sans visage, des entités que tu ressens sans les voir clairement. Dans ces rêves, il y a une qualité différente, une intensité qui n'est pas du plaisir, une sensation de ne pas avoir le choix, d'être paralysé pendant que quelque chose se passe avec toi. Se réveiller de ces rêves avec la sensation d'avoir été visité et non d'avoir rêvé. Troisième signe, incapacité à se connecter émotionnellement avec de vrais partenaires. Tu as des relations, tu t'intéresses aux gens, mais il y a un blocage inexplicable dans la capacité à ressentir une vraie intimité. Comme s'il existait une paroi de verre entre toi et les autres. Tu les vois, tu les écoutes, tu les désires même, mais tu n'arrives pas vraiment à les rejoindre. Ce blocage émotionnel est fréquemment décrit dans les traditions ésotériques comme une conséquence d'attachements qui maintiennent l'énergie de l'individu occupé par l'entité, laissant peu d'énergie disponible pour les vraies connexions humaines. Quatrième signe, oscillations inexplicables du désir. Des périodes de désir compulsif et difficiles à contrôler, alternées avec des périodes de désir totalement absents, comme si quelqu'un actionnait un interrupteur externe sur ta libido. Selon les descriptions recueillies par Dolores, les entités qui se nourrissent d'énergie peuvent à la fois stimuler artificiellement cette énergie pour l'extraire et laisser le champ énergétique tellement épuisé que le désir disparaît simplement. Cinquième signe, sensation de présence dans la chambre, surtout la nuit, se réveiller au milieu de la nuit avec la certitude de ne pas être seul. Sentir le poids de quelqu'un dans le lit, alors que personne n'est là. Percevoir des mouvements d'air ou des variations de température sans cause physique. Ressentir un regard qui n'appartient à aucun visage visible. Ces témoignages sont universels dans les cultures qui ont documenté ce phénomène et apparaissent avec une précision troublante dans les registres des séances d'hypnose de canon. Sixième signe, relations humaines qui se dissolvent sans explication claire. Des personnes qui s'approchent et s'éloignent inexplicablement. Des connexions qui commencent bien et s'évaporent simplement. Des partenaires qui disent ressentir quelque chose d'anormal sans pouvoir nommer quoi. Selon certaines traditions spirituelles, les entités qui s'attachent au champ de quelqu'un peuvent créer une sorte de champ de répulsion pour les autres personnes, comme moyen de garder le monopole sur l'énergie de l'hôte. C'est un schéma que l'on retrouve décrit dans les traités de magie défensive du Moyen Âge, dont la France a produit une littérature considérable, dans les textes de protection spirituelle islamique et dans les rituels de désattachement des traditions amérindiennes. Septième signe, perte progressive de créativité, de motivation et de sens de la vie. L'énergie charnelle n'est pas seulement la force qui nous attire les uns vers les autres, c'est la même énergie qui nourrit la créativité, l'ambition, la vitalité générale de vivre. Les taoïstes le comprenaient profondément. Le jing que l'on conserve se transforme en chi qui nourrit l'esprit et l'âme.
Lorsque cette énergie est drainée systématiquement par un parasite externe, les effets ne se limitent pas à la vie sexuelle. Tu commences à ressentir un vidage général, une perte d'intérêt pour des projets qui t'animaient autrefois, une sensation de vivre en mode automatique, une déconnexion progressive de ton propre sens. Voici une question que Dolores abordait avec prudence, mais avec clarté. Toutes les personnes ne sont pas également vulnérables. Il existe des profils spécifiques que ces entités recherchent préférentiellement, et connaître ce profil peut être la clé pour comprendre des schémas qui se répètent dans ta vie. Le premier profil est celui des personnes avec un haut niveau de sensibilité énergétique. Paradoxalement, celui qui ressent le plus est celui qui attire le plus. Les personnes très sensibles, empathiques, accordées à des dimensions invisibles, ces personnes émettent un champ d'énergie plus riche, plus nutritif pour les entités qui se nourrissent de fréquences subtiles. C'est comme si, pour un parasite énergétique, une personne sensible représentait une source de nourriture de qualité supérieure. Le deuxième profil est celui des personnes en transition spirituelle intense. Les moments d'éveil spirituel, de transformation profonde des croyances, d'ouverture de nouveaux centres de conscience, ces moments sont des périodes de plus grande vulnérabilité. Le champ énergétique est en réorganisation. Les protections habituelles sont en train d'être reconstituées dans de nouvelles configurations. Dans cette fenêtre de transition, l'accès est plus facile. Le troisième profil est celui des personnes qui portent des missions spirituelles significatives. C'est peut-être l'aspect le plus troublant de tout le phénomène. Selon des registres spécifiques des séances de Dolores, les entités de nature parasitaire ont un intérêt particulier pour les âmes venues accomplir des missions d'élévation vibrationnelle. La logique est directe. Si tu neutralises le porteur de lumière, tu neutralises la lumière. Drainer l'énergie vitale de quelqu'un venu ancrer des fréquences supérieures est, pour ces entités, une façon de maintenir un statu quo de densité énergétique qui sert leurs intérêts. Ce n'est pas une raison de paniquer. C'est une raison de comprendre que plus ton potentiel spirituel est grand, plus les pratiques de protection et d'hygiène énergétique deviennent importantes. Je vais partager maintenant quelques-uns des schémas de témoignages qui revenaient dans les séances documentées par Dolores, non comme une histoire d'horreur, mais comme une carte de reconnaissance. Une femme, sous hypnose profonde, décrivait avec des détails précis une entité qu'il a visitée depuis l'adolescence. Elle l'appelait le sombre, une présence qu'elle voyait comme une forme dense, sans lumière propre, qui arrivait toujours dans les moments de plus grande vulnérabilité émotionnelle. L'entité ne communiquait pas par des mots, mais créait une sensation d'attraction intense, suivie d'un vidage qui durait des jours. La femme relatait que, réveillée, elle avait l'impression qu'une partie d'elle avait été emportée. Un homme décrivait, dans une autre séance, ce qu'il voyait comme une figure féminine d'une beauté extrême qui apparaissait dans ses rêves avec une régularité presque mécanique, toujours dans les périodes où il était émotionnellement fragilisé, laissant toujours derrière elle une trace d'épuisement et de déconnexion. Il avait essayé différents traitements pour ce que les médecins classifiaient comme une dépression chronique, sans résultat. Sous hypnose, le lien avec l'entité fut identifié et, selon le témoignage ultérieur, le travail de libération produisit un changement que les traitements conventionnels n'avaient pas réussi à obtenir. Ce que ces témoignages ont en commun n'est pas le surnaturel sensationnaliste, c'est la précision psychologique des effets. Vidage émotionnel, blocage dans la vraie intimité, épuisement inexplicable, perte de vitalité créative. Ce sont des symptômes que tout psychologue reconnaîtrait. La différence réside dans l'origine identifiée, non pas biochimique, mais énergétique. Dolores enregistrait ces schémas sans jugement et sans sensationnalisme. Pour elle, comprendre était le premier pas vers la guérison. Et la guérison, selon ses registres, était constamment possible. Nous arrivons à la partie la plus pratique et la plus importante, parce que la connaissance sans action n'est qu'une anxiété bien organisée. Première pratique, la souveraineté énergétique commence par la conscience de son propre champ. Dolores enseignait que la plupart des gens n'avaient jamais été introduits
à l'idée qu'ils possèdent un champ énergétique qui peut et doit être maintenu avec une intention consciente. Le premier pas est simplement de reconnaître que tu existes au-delà de ton corps physique, que ton aura est réelle et qu'elle nécessite une attention, de la même façon que ton hygiène physique en a besoin. Commence chaque journée avec une intention claire d'intégrité énergétique. Cela n'a pas besoin d'être un rituel élaboré. Cela peut être aussi simple que, au réveil, affirmer intérieurement « Mon champ énergétique est souverain. Seul ce qui sert mon bien le plus élevé a accès à moi. » Deuxième pratique, résout le trauma. C'est la plus difficile et la plus transformatrice. Si tu portes de la honte, de la peur ou de la douleur liées à ta sexualité, que ce soit à cause d'un abus, de conditionnements religieux distordus, d'expériences relationnelles traumatiques, ce travail ne peut pas être reporté indéfiniment, non pas parce que tu es une victime, mais parce que les blessures non résolues continuent d'émettre des fréquences qui fonctionnent comme des invitations. Thérapie, travail somatique, pratique de libération émotionnelle, hypnose, il existe de multiples chemins. L'important est de se mettre en mouvement vers la guérison et non de rester paralysé dans la blessure. Troisième pratique, sélectivité sexuelle intentionnelle. Il ne s'agit pas de moralisme. Il s'agit de comprendre que chaque connexion charnelle est un échange énergétique d'une profondeur considérable et que cet échange n'est pas neutre. Choisir avec qui tu partages cette énergie est une forme de protection, pour toi comme pour l'autre personne. Les traditions tantriques avaient des protocoles élaborés exactement pour cette raison, non pas parce que le sexe était quelque chose à éviter, mais parce que sa puissance exigeait respect et intention. La même force qui peut créer la vie peut, si elle est traitée de façon irresponsable, créer des portails pour des influences indésirables. Quatrième pratique, renforce la protection pendant le sommeil. Le sommeil est la période de plus grande vulnérabilité parce que la conscience égoïque qui maintient les défenses habituelles est temporairement à l'écart. Les pratiques guides spécifiques pour cette période incluent la visualisation d'une lumière dorée enveloppant le champ aurique avant de dormir, une intention claire selon laquelle aucune entité qui ne sert pas ton bien le plus élevé n'a la permission d'entrer dans ton espace énergétique pendant le sommeil. L'usage d'éléments que les traditions associent à la protection, sel gros dans les coins de la chambre, encens de sauge ou de palo santo pour purifier l'espace, cristaux comme la tourmaline, noir ou l'œil de tigre. Ces pratiques ne sont pas des rituels superstitieux, ce sont des façons de créer des intentions conscientes avec un support physique et symbolique, et la recherche sur l'effet placebo montre que les symboles qui portent un sens authentique pour celui qui les utilise produisent tous des effets réels sur l'état psychologique et énergétique. Cinquième pratique, élévation vibrationnelle constante. La protection la plus efficace contre les entités de basse fréquence est simplement de vibrer haut de façon constante. La gratitude, la joie, la créativité, l'amour, le service, toutes ces fréquences créent un environnement énergétique inhospitalier pour les parasites. Il n'est pas possible d'éliminer tous les moments de basse vibration. Ils font partie de l'expérience humaine. Mais lorsque la ligne de base vibrationnelle est élevée, les moments de chute ne créent pas de fenêtres de vulnérabilité suffisamment longues pour établir des attachements. Les pratiques d'élévation vibrationnelle n'ont pas besoin d'être grandioses. Le mouvement corporel conscient, la méditation régulière, le contact avec la nature, l'expression créative, les moments de rire authentiques, chacune de ces choses contribue à maintenir le champ énergétique dans des fréquences où les entités parasitaires ne peuvent tout simplement pas s'installer. Sixième pratique, travail de nettoyage énergétique régulier. De la même façon que le corps physique accumule des impuretés et a besoin d'être nettoyé, le champ énergétique accumule des densités et a besoin d'être purifié périodiquement. Les bains de sel gros avec une intention de purification, les bains d'herbes spécifiques issus de la tradition de protection, la fumigation de l'espace de vie avec des plantes aux propriétés purificatrices, les méditations guidées de nettoyage aurique, toutes ces pratiques que différentes traditions ont développées pour exactement ce but. Dolores observait que les personnes qui maintenaient
des pratiques régulières d'hygiène énergétique présentaient à Mahir rarement les schémas d'attachement qu'elle identifiait chez d'autres patients. La prévention était plus simple que le traitement. 7e pratique, reconnexion au sacré féminin ou masculin intérieur. C'est la pratique la plus profonde et, possiblement, la plus transformatrice. La sexualité saine, lorsqu'elle est intégrée comme expression de la force vitale sacrée et non comme source de honte ou objet de manipulation, crée un champ de cohérence interne qui est, par lui-même, une forme de protection. Lorsque tu te rapportes à ta propre sexualité comme à quelque chose de sacré, comme à une expression du principe créateur qui habite en toi, la fréquence de ce champ change fondamentalement. Et les entités qui se nourrissent de vulnérabilité, de honte et de déconnexion ne trouvent simplement pas ce qu'elles cherchent. Si tu t'es reconnu dans les signes que nous avons décrits et que tu soupçonnes qu'un attachement énergétique est déjà établi, la première chose à savoir est « cela a une solution ». Ce n'est pas permanent, ce n'est pas une condamnation. C'est une situation qui peut être résolue avec intention, travail et soutien adéquat. Le premier pas est la décision souveraine. Cela semble simple, mais c'est le fondement de tout. Tu dois, avec toute la clarté de ton intention consciente, déclarer que cette présence n'a plus la permission d'habiter ton champ énergétique. Non dans un ton de peur ou de supplication, mais dans un ton d'autorité souveraine sur ton propre être. Tu n'as pas la permission d'être ici, je révoque tout accord, conscient ou inconscient, qui a permis ta présence. Tu es libéré pour partir. Simple, direct, sans négociation. Le deuxième pas est le nettoyage de l'espace physique. L'environnement où tu vis porte des empreintes énergétiques. Un nettoyage en profondeur, à la fois physique et énergétique, de l'espace où tu dors et où tu passes le plus de temps, est une partie importante du processus. Ouverture des fenêtres pour la circulation de l'air, fumigation avec des herbes purificatrices, réorganisation de l'espace si nécessaire. Le troisième pas est le soutien spécialisé si nécessaire. Il existe des professionnels qui travaillent avec le nettoyage et la guérison énergétique à partir de différentes traditions. La clé est de trouver quelqu'un avec de la crédibilité, une vraie expérience et de l'éthique. Quelqu'un qui travaille à renforcer ton autonomie et non à créer une dépendance. Fuis tout spécialiste qui crée de la panique, qui exige des paiements croissants ou qui suggère que tu ne peux pas te libérer du problème sans lui. Le quatrième pas est le travail de guérison des blessures qui ont créé le portail d'entrée. Sans cette étape, la tendance est que d'autres attachements s'établissent à la place de ceux qui ont été retirés. Le nettoyage énergétique sans la guérison des blessures sous-jacentes revient à vider l'eau d'un bateau sans boucher le trou. Cela fonctionne temporairement, mais le problème revient. Nous arrivons maintenant au point qui, pour Dolores, était le plus important de toute cette compréhension. Non pas la peur, non pas la paranoïa, mais l'élargissement de la reconnaissance de ce que nous sommes. S'il existe une catégorie d'entités aussi dédiée à accéder à notre énergie, si des cultures sur tous les continents et dans tous les siècles ont documenté ce phénomène avec une telle constance, cela nous dit quelque chose de fondamental. Cette énergie est immensément puissante. Plus puissante que la plupart d'entre nous n'ont été éduqués à le croire. Dans de nombreuses cultures et traditions, nous avons été éduqués à traiter la sexualité comme quelque chose de moindre, quelque chose d'animal, de honteux, qui doit être contrôlé ou supprimé. Mais l'existence d'entités qui s'organisent littéralement pour extraire cette énergie suggère exactement le contraire, que la force charnelle humaine est l'une des énergies les plus précieuses qui soient, qu'elle porte un potentiel créatif, spirituel et transformateur de proportions que seules les traditions les plus anciennes ont pleinement compris. Les tantrikas de l'Inde le savaient, les taoïstes de Chine le savaient, les mystiques médiévaux européens le savaient, et la tradition hermétique française, de Paracelse jusqu'au Rose-Croix, en a gardé une mémoire vivante. Les alchimistes du Moyen Âge, sous toute la symbolique hermétique, décrivaient le même phénomène, la transformation de l'énergie charnelle en force spirituelle d'élévation.
Dolores est arrivée à la même conclusion par un chemin complètement différent, les témoignages de régression hypnotique. Les patients qui décrivaient des entités parasitaires décrivaient également, surtout ceux qui parvenaient à résoudre l'attachement, une transformation profonde dans leur rapport à leur propre sexualité, comme si le processus de libération leur avait restitué quelque chose qui avait été volé depuis longtemps, une vitalité, une créativité, une joie dans leur propre corps qu'ils se souvenaient à peine d'avoir ressenti. Ce n'est pas un accident. C'est un indicatif que prendre soin de ton énergie n'est pas seulement une question de protection défensive. C'est une question de reconnexion avec l'une de tes plus grandes sources de pouvoir créatif et spirituel. C'est une question de souveraineté sur ta propre force vitale. Lorsque tu traites ta sexualité avec sacralité, non pas avec une rigidité moralisatrice, mais avec un respect authentique pour la magnitude de ce que cette énergie représente, tu ne fais pas que fermer les portes aux entités parasitaires. Tu ouvres les portes à une version de toi-même que tu n'as peut-être pas encore rencontrée, plus créatif, plus vital, plus connecté à ton propre sens, plus capable de créer des relations d'une profondeur réelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas un hasard. Des contenus comme celui-ci ne parviennent pas aux gens de façon aléatoire. Ils arrivent quand une partie de toi cherchait déjà ces réponses, même si consciemment, tu ne savais pas encore exactement ce que tu cherchais. Je voudrais te faire une simple demande. Dans les commentaires ci-dessous, laisse la phrase « Mon énergie est sacrée et souveraine ». Ce n'est pas seulement un rituel, c'est une déclaration. C'est le premier acte de souveraineté sur ton propre champ énergétique. Et c'est aussi une façon de connecter cette chaîne avec des personnes qui sont dans le même voyage d'éveil que toi, créant un réseau de conscience qui renforce tout le monde. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu crois avoir besoin de cette information, parce qu'il y a des personnes autour de toi qui vivent ces schémas sans avoir aucune clé pour les comprendre. Tu peux être responsable d'un changement dans la vie de ces personnes simplement par l'acte de partager. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Ici, chaque jour, nous explorons les territoires les plus profonds de la spiritualité, de la connaissance de soi et des lois invisibles qui gouvernent notre existence. Clique sur « S'abonner maintenant », active les notifications et assure-toi de ne manquer aucun des prochains contenus. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir encore davantage ce thème en explorant les portails qui s'ouvrent sans que nous le remarquions et comment les fermer définitivement. Tu ne voudras pas manquer ça. Je reste ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.